je vais faire une machine Windows de niveau médium improvisée sur Hack the Box. Donc -P- pour balayer tous les ports, -SV pour l'énumération de version, -C pour utiliser le script par défaut, -T4 pour aller vite, suivi de l'adresse IP. Première chose à voir, je vois port 53. Là, je fais qu'un balayage de port TCP, hein. On verra UDP après s'il y a besoin, mais TCP pour commencer, c'est pas mal. J'ai du DNS, j'ai peut-être envie de faire un DNS zone transfert. C'est une attaque qui permet du coup de faire un transfert de zone DNS. C'est une attaque qui exploite en fait le protocole DNS en soi pour essayer de récupérer un maximum de machines cibles si jamais le serveur DNS venait à nous fuiter d'autres FQDN. Voilà, dans le même domaine. Voilà, une liste de machines du même domaine. Pour ça, il me faudra un nom de domaine. J'en ai pas là, mais j'imagine que le Nmap a pu nous en tirer. Cascade.local. Donc je peux faire un DNS zone transfert, je vais le noter tout de suite. Sur cascade.local, voilà. Deuxième idée, je vois qu'il y a Microsoft DNS 6. Machin, cette version. Je copie-colle cette version. Je vais chercher un exploit. Je vais chercher s'il y a une faille connue dessus. Je vois qu'il y a un Windows Server 2008 R2SP1. Je me pose déjà la question, est-ce que c'est pas vulnérable à l'attaque Eternal Blue? Il suffit de lancer un petit MSF console ou faire un search exploit du mot Eternal Blue et essayer de voir un petit peu à quelle version on peut cibler. On peut cibler du 2008 R2 en effet, mais là on a affaire à un 2008 R2 SP1. Je sais pas dans quelle mesure c'est patché. Je le mentionnerai dans le port 445 qui est le port SMB. J'ai envie de tester un Eternal Blue pour voir. Donc port 88, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Ben port 88, je peux tenter une attaque de type ASREP roasting qu'on peut faire avec l'outil impacket get np users. L'ASREP roasting, c'est une attaque visant à exploiter l'absence de préauthentification Kerberos. La préauthentification Kerberos, c'est quelque chose qui est activé par défaut depuis longtemps sur Windows Server, sur les Active Directory. En admettant qu'il a été désactivé manuellement pour des raisons de compatibilité sur certains comptes très particuliers, notamment ça peut être des comptes de service pour faire fonctionner des applications sur des systèmes un peu vieux, peut-être des Linux un peu vieux par exemple, on peut avoir ce genre d'attaque qui peut exister. Ce qui est puissant avec ce type d'attaque, c'est que contrairement à la plupart des attaques, c'est pas une attaque post-compromission, mais pré-compromission. C'est-à-dire que juste en ayant le nom d'un utilisateur valide, on pourrait essayer de récupérer son TGT. Un TGT, c'est un ticket, ça fait partie du fonctionnement du système Kerberos où on obtient des tickets pour demander des accès sur certains services. Eh bien, ces tickets sont dérivés du hash NTLM. Et un hash NTLM, c'est un dérivé du mot de passe. C'est une sorte de chiffrement algorithmique. En fait, c'est un hash qui va dériver le mot de passe en clair. Et du coup, si on a un TGT, on peut essayer de le craquer pour récupérer le mot de passe en clair d'une victime. Moyennant, je le rappelle, qu'on a un nom d'utilisateur valide et que cet utilisateur a la préauthentification Kerberos désactivée. Ensuite, sur le port 88, on peut essayer de l'énumération LDAP. Par exemple, on peut imaginer du LDAP Search. Par exemple, pour essayer de regarder si on peut énumérer l'annuaire. Le problème, c'est qu'en général, il faudrait être authentifié. Bon, sauf s'ils ont activé la possibilité de collecter des informations de manière anonyme. Ensuite, on a le port 135. Le port 135, j'ai des idées. Je peux faire de l'énumération RPC. On appelle ça de l'RPC énumération à l'anglaise, hein, énumération RPC. On peut faire ça avec Metasploit. Mais je vous déconseille de le faire parce que Metasploit ne le fait que partiellement. Mieux, c'est d'utiliser Impacket. Alors Metasploit, c'est bien pour avoir un aperçu. Mais Impacket, ça s'appelle RPC Dump, je crois. RPC Dump, ça permet d'avoir un peu plus d'infos. Le port 135 est un autre truc super important à tester. C'est Eoxid Resolver. Alors c'est un tool qui va tout simplement faire à peu près ce qu'on fait avec l'énumération RPC, mais qui va nous en tirer une donnée très utile et très importante. En fait, ça va nous lister toutes les interfaces réseau. Alors avoir les interfaces réseau nous intéresse moyennement de base parce qu'on a déjà l'adresse IPv4. Donc on pourrait récupérer à la limite le nom de la machine et peut-être d'autres interfaces réseau. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est une adresse IPv6. Pourquoi? Parce que parfois les administrateurs système oublient de bien mettre les configurations firewall pour les adresses IPv6. 389 c'est le protocole LDAP et 88 c'est le protocole Kerberos. Mais les deux vont de pair quand il s'agit d'infrastructures Windows pour de l'Active Directory. Ici on a un domaine, on voit qu'il s'appelle cascade.local, donc ça va m'intéresser. Je vois que ça c'est du LDAP S, donc pas intéressant. Le port 445, j'ai envie de regarder ça. J'ai envie de regarder s'il y a des partages SMB. SMB chairs.
Donc j'ai envie de faire un SMB map ou un crack map exec pour regarder un petit peu ça. A noter que afficher des partages SMB ou énumérer l'Active Directory, ça devrait normalement nécessiter un compte simple utilisateur sur le domaine à minima ou sur la machine cible, ce que je n'ai pas encore. Mais on peut espérer avoir des informations si jamais ils ont activé l'énumération Anonymous. Ce qui n'est pas le cas par défaut du coup, depuis longtemps. Ici on voit un port WinRM, donc on pourra peut-être avoir un shell là-dessus si jamais on a un compte avec assez de privilèges pour pouvoir le faire. Le host, la machine semble s'appeler casque-dc1. Donc je vais noter le FQDN ici, casque-dc1.cascade.local. Ça c'est le fully qualified domain name, donc c'est le nom complet. Et c'est à peu près tout. Le SMB signing est activé et requis, donc ça ira pour ça. C'est parti pour un DNS zone transfert. Pour faire un DNS zone transfert, je vais tenter la commande dig accfr at l'adresse IP suivi du nom sur lequel je veux faire l'énumération pour essayer de voir si je peux pas lister tous les sous-domaines en question. Et ici, j'arrive à énumérer uniquement cascade.local, je vois aucune info. Donc DNS zone transfert, ça a échoué, j'efface. Je vais regarder s'il n'y a pas une faille sur Microsoft DNS, comme ça. Donc je vais regarder dans Searchploit, Microsoft DNS, je vois rien. Microsoft DNS tout court, je vois qu'il y a des versions, machin, mais ça a l'air un peu vieux. Je vais regarder dans Metasploit, je vais faire un search de Microsoft DNS pour voir s'il y a des choses. Je vois qu'il y a peut-être des choses, et on voit Microsoft, on voit MS07, 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 ça veut dire que ça date de 2007. Et on voit de toute façon la date ici, 2007, 2007, 2007. Là, on est sur un Windows Server 2008, donc on est clairement trop récent pour être vulnérable à une quelconque faille de ce type-là. Ensuite, je peux faire de l'asrep hosting, mais pour ça, il me faut une liste d'utilisateurs. Je pourrais utiliser une liste d'utilisateurs, comme par exemple un fichier du style user chair seclist dans usernames, names, par exemple, voilà, names.txt, et j'aurai des noms, des usernames typiques qui pourraient me permettre de tenter un asrep hosting sur des utilisateurs qui pourraient être valides. Si jamais il y en a un qui est valide et qui a l'asrep hosting possible, je récupérerai son TGT. Mais là, ce serait faire une attaque à l'aveugle, ça m'intéresserait pas ici. Le but, c'est pas de deviner ou d'utiliser des trucs à l'aveugle dans ce genre de challenge. Ça demande à éviter de faire du guessing. Donc, si jamais je peux fuiter des noms d'utilisateurs, je tenterai cette attaque. Mais pour l'instant, je n'ai pas de nom d'utilisateur, donc je ne tente pas cette attaque. Mais je garde dans un coin de ma tête que dès que j'ai des utilisateurs, je pourrais tenter ça. Bon, LDAP Search, est-ce que je peux faire un LDAP Search? LDAP Search, je vais rechercher la commande à copier-coller pour faire un LDAP Search. Je vais copier-coller ça. Donc le LDAP Search, je vais le faire avec cette commande. -x-h suivi de l'IP. Bah l'IP c'est ça. Regardez, j'ai juste à lire le manuel, hein. Je sais pas ce que je fais. -d, ils disent qu'il faut mettre le domain anti/un username. Alors j'ai pas de username du coup. Est-ce que je peux enlever le -d? Est-ce que je peux enlever ça? Et -b, le domaine c'est cascade.local. Donc en gros ça va faire comme ça. Cascade et DC local. Comme ça. Est-ce que je peux tenter cette commande? Tac. Ah bah carrément. Voilà, donc déjà ils ont activé l'énumération non authentifiée. Je vois des usernames déjà, c'est super intéressant. On peut fuiter des noms d'utilisateurs ici. Je vois Joseph Allen. Ah oui, c'est là. C'est Sam Account Name, c'est ça qui nous intéresse. Donc c'est j.allen. Donc c'est premières lettres du prénom, point le nom de famille. Donc c'est super intéressant déjà, on va regarder ça. Mais vite fait, je vais faire un petit... Alors je vais pas faire de l'énumération RPC avec Metasploit ou avec RPC dump, quoique je peux en faire un vite fait avec RPC dump. Donc impacket RPC dump, suivi de l'adresse IP, parce qu'on peut récupérer des choses. En parallèle, je vais lancer un Ioxide Resolver, donc Python 3 de mes tools que j'ai positionné dans Home. Kali Tools Ioxide Resolver-T pour préciser la target, suivi de l'adresse IP. On voit qu'il y a une adresse IPv6, c'est intéressant. Donc je vais le noter, IPv6 de point ça. Et je peux lancer tout de suite un scan nmap. Alors un scan nmap -6 pour préciser l'IPv6 suivi de l'adresse IP. Je vais rajouter un -T4 pour balayer plus rapidement. Je vais faire un -PN pour pas pinguer la machine, -N pour pas résoudre les noms, -max, -retries pour réessayer une fois sur chaque port. Ça c'est juste pour optimiser. En soi, je peux faire nmap -6 suivi de l'IPv6, c'est tout. Mais je rajoute d'autres trucs pour scanner plus vite parce que c'est souvent lent. On s'arrête là-dessus. Je vais pas faire un -P-, c'est trop lent. Allez, on lance ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait des choses parce qu'on a déjà beaucoup de ports ouverts.
Alors bon, c'était très rapide et je vois grosso modo que j'ai les mêmes ports que ce que j'avais déjà vu. Le Impacket de RPC Dump ici a avancé. Vous voyez, j'avais fait un Impacket RPC Dump, ça a donné beaucoup de choses. On voit pas mal d'informations. Alors winlogan.exe, donc on voit pas mal de binaires qui seraient lancés sur la machine cible. C'est cool parce qu'on peut le faire de manière anonyme. On voit qu'il y a le task scheduler, on peut énumérer à peu près les services qui sont exécutés sur la machine cible. Là, c'est des services plus ou moins standards. On voit qu'il y a le spooler d'impression, donc ça peut être intéressant pour faire des attaques de type print spoofer ou encore toutes les dernières vulnérabilités qui sont sorties à ce sujet. Eoxide Resolver, c'est fait, tout ça c'est fait. L'IPv6, j'ai déjà lancé un scan là-dessus. Est-ce qu'on peut faire un Eternal Blue? Je vais faire un search du mot Eternal Blue. Eternal Blue qui est une des vulnérabilités les plus critiques qui soit sortie ces 10 dernières années, qui marche sur Windows. C'est une vulnérabilité de type 0-click, ça veut dire qu'on peut compromettre une machine sans même avoir un compte sur la machine et sans même interagir avec une victime. Donc set remote host, ça marche comme ça. Set remote host pour préciser la machine distante. Remote host. Options pour voir les options. Donc remote host, je l'ai déjà spécifié. Le remote port, c'est 445, c'est comme ça par défaut. Ça, j'ai pas besoin de le remplir parce que c'est un no. C'est required no, donc pas nécessaire. J'ai juste à faire exploit maintenant pour voir ce que ça donne. Et apparemment, il dit que la cible n'est pas vulnérable. J'ai regardé ça. En fait, je vais refaire la commande et je vais sortir le résultat dans ldapdump.txt. Je vais faire une énumération SMB. Pour ça, je vais utiliser SMB map. Alors SMB, ça permet d'avoir des partages Windows. Moi, je vais essayer de faire de l'énumération sur ces partages Windows, voir si je peux pas fuiter des dossiers qui pourraient exposer des choses intéressantes. Alors -U, je dois préciser un username, je vais le laisser à vide. -P pour préciser un mot de passe, je vais le laisser à vide. Et -D pour préciser un domaine. Et là, je vais mettre cascade.local. Et on va voir s'il arrive à énumérer. Normalement, il ne devrait pas parce que je n'ai pas d'authentification. Je vais essayer l'utilisateur guest au cas où si jamais il est activé. Et erreur d'authentification. Ok, bon, LDAP énumération. On va regarder le LDAP dump. Je vais faire un cat de LDAP dump. Je vais faire un grep pour filtrer avec le mot password. On va voir s'il n'y a pas des trucs. Et j'ai pas l'impression qu'il y ait des trucs à première vue comme ça. Je vais faire un grep de Sam account name par contre. Sam account name comme ça, voir. Et je peux lister des utilisateurs. Le nom d'une machine, ça c'est des groupes. Domain users, les utilisateurs du domaine, tout ça c'est des groupes. Je descends jusqu'à ce que ce soit des utilisateurs. Ici j'ai des utilisateurs. Je vais copier-coller tout ça dans un GD users.txt. Production, c'est pas vraiment un utilisateur. IT, HR, je peux enlever, tout ça c'est des groupes. Je pourrais les laisser, hein, c'est pas si grave. Backup, je pense que c'est un groupe. Ça, je vais l'enlever, c'est des groupes. Des chair, data chair. Ok, finance factory. Bon, je vais laisser ça. A priori, c'est plus ou moins des users. Tous ceux qui ont une majuscule, a priori, c'est plutôt des groupes. Mais je vais laisser comme ça et je vais tenter une attaque de type asrep roasting avec ces utilisateurs puisque j'ai mon fameux fichier users.txt. Donc je vais faire une attaque de type getNPUsers avec impacket. Donc impacket getNPUsers. Donc je vais préciser le domaine. Ici ça s'appelle cascade.local. Il faut préciser le domaine slash puisqu'après normalement après le slash on précise un user mais là je ne l'ai pas puisque je vais préciser non pas un user mais un fichier d'utilisateur. Donc usersfile.users.txt. J'ai pas besoin de faire .slash, hein, je sais que ça perturbe certains quand je le fais, donc je l'enlève. Format, je vais préciser le format John, parce que je veux format John the Reaper pour pouvoir le craquer avec l'outil qui s'appelle John the Reaper. Output file, on va l'appeler tgt.txt, et -dc-ip pour préciser l'IP du DC, c'est-à-dire du domain controller, le contrôleur de domaine. Ici, je vais préciser tout simplement l'IP de ma cible. Alors, je lance cette commande et on va voir ce qu'il arrive à trouver. Quand il dit don't require pré-authentification, ça veut dire qu'il n'arrive pas à récupérer les données de l'utilisateur en question. Mais là où il faut regarder, c'est le fichier tgt.txt. Bon, pas de chance, j'ai rien. Donc je vais peut-être regarder un peu plus en détail le ldapdump.txt. Je vais essayer pwd. Password lat7. Cascade legacy password. Ah ouais, bien vu. pwd, c'est un très bon grep. Et tu m'étonnes qu'on ait eu du mal à le trouver parce que c'était une aiguille dans une botte de foin en fait. PWD, très bonne idée. Maintenant, je vais regarder plutôt Cascade Legacy PWD. Je vais faire un -SC 10 pour voir un peu ce qu'il y a autour. Ok, ça a l'air d'être le compte pour R. Thompson. Et il y a apparemment un Legacy Password. Et c'est du base 64. On voit que c'est du base 64. Donc, je vais faire un écho du base 64 que je vais décoder.
Ça donne quelque chose qui ressemble à un mot de passe. Alors c'est sûrement un mot de passe qui est expiré, donc je vais essayer avec R. Thompson quand même. Mais comme il y a marqué Legacy Password, il se peut qu'il faille essayer ce mot de passe sur tous les autres comptes. Bien vu le PWD, effectivement. On savait qu'il fallait grep quelque chose, mais PWD c'était la bonne réponse. À force d'essayer, on finit par y arriver, mais je veux dire, bien vu. Essayer de m'authentifier peut-être en voyant Use Auxiliary Scanner, SMB Login. Je vais tenter un SMB Login où je vais préciser le hôte à distance. Je vais préciser l'adresse IP de la machine cible et je vais préciser un user file pour lister, enfin pour essayer tous les noms d'utilisateurs qui se trouveraient dans users.txt et je vais préciser un password. Je vais pas préciser ça dans un fichier, mais juste un password en fixe qui sera celui-là. Voilà, voyons les options. Donc en gros, je vais brute forcer avec tous les noms d'utilisateurs que j'ai pu compromettre grâce à mon LDAP search, ainsi que le mot de passe que j'ai pu compromettre grâce à mon LDAP search sur tous les usernames. Cette SMB domain, il faut préciser quand même le domaine. Cette SMB domain, ici on est sur le domaine cascade.local, c'est le domaine Active Directory, donc je fais exploit. Et qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est parce que j'ai fait set password et pas set SMB pass. C'est SMB pass la bonne option, pas password. C'est marqué là, hein. Il suffit de lire, hein. Il suffit de lire. Ok, attendez. Bon, il n'y avait pas besoin de brute forcer, bon je l'ai fait. Comme ça au moins c'est fait. Mais j'ai eu un plus vert ici, donc ça veut dire qu'on peut s'authentifier avec ce user. Je vais voir si je peux pas avoir un shell tout simplement avec WinRM. Pour rappel, il y avait le port 5985 qui était ouvert en écoute. Le port 5985 c'est WinRM, qui est un service qui permet de faire du monitoring mais également de faire du shell à distance. Donc je vais essayer d'avoir un shell à distance avec Evil WinRM qui est un outil intéressant pour faire ce genre de choses que j'ai installé. À l'avance, WinRM-i suivi de l'adresse IP, -u suivi du username, ici je vais préciser avec le domaine anti-slash, et -p suivi du password. Je mets entre simple quotes, mais c'est pas nécessaire ici puisqu'il n'y a pas de caractères spéciaux à échapper. Mais c'est une bonne habitude à prendre. Bon, Evil WinRM ça fail, je vais marquer fail. Je peux essayer de m'authentifier un SMB bien sûr, donc je vais essayer de faire un SMB map pour essayer de voir si je peux accéder à des partages Windows SMB avec ces nouveaux mots de passe, enfin ces nouveaux comptes qu'on a pu compromettre. -p pour préciser un mot de passe, et c'est parti. Alors, no access, read only sur le dossier data, ça m'intéresse. No access, read only sur netlogon, print $, ça m'intéresse pas trop, sysvol, ça m'intéresse pas trop. Alors, data, ça m'intéresse. Il peut y avoir des choses intéressantes sur le sysvol, notamment des GPP. Les GPP, c'est des Group Policy Preferences. C'est comme des GPO, sauf qu'on peut y configurer des utilisateurs, par exemple le placer dans un groupe. Ça, c'est pas une faille d'utiliser ça. Par contre, avec les GPP, on peut faire autre chose qui, par contre, est dangereux. C'est de configurer, par exemple, le compte administrateur local avec un mot de passe en fixe, en dur. Ce mot de passe sera stocké chiffré, mais avec un algorithme de chiffrement connu qu'on pourra du coup décoder et retrouver le mot de passe en clair. Donc sysvol, on peut trouver des choses là-dedans, c'est dans tout ce qui est users ou group.xml. Il y a un plugin qui peut nous faire ça avec Metasploit. Si je fais search GPP, je vais trouver un voilà, auxiliary, donc je peux faire use de ça. Je peux faire set remote host pour préciser l'adresse IP cible. Je peux préciser, il me faut un username, je vais faire set smb user pour préciser R. Thompson. Set smb domain pour préciser un domaine, je vais préciser cascade.local. Set smb pass pour préciser un mot de passe, et ici le mot de passe c'est celui qu'on a compromis, celui-là. Et avec ça, je peux lancer l'exploit. Et il va monter le partage et récupérer tout ce qu'il y a dans le dossier sysvol et voir s'il y a des fichiers XML qui stockent des mots de passe en clair. Il m'a pas affiché, donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. L'autre dossier, c'est netlogon. On pourra regarder là-dedans. Parfois, il peut y avoir des scripts, notamment PowerShell ou exe ou batch, n'importe quoi, .bat. Il peut y avoir des scripts, notamment des logon scripts qui pourraient être stockés pour le démarrage des machines Windows, par exemple. Mais ça à regarder dans un second temps si vraiment on trouve rien, parce que data, ça me semble beaucoup plus intéressant, donc je vais regarder ça d'abord. Je vais utiliser smb client / l'adresse IP / le dossier que je veux monter. Ensuite, je dois préciser un nom d'utilisateur avec un U majuscule, où je dois préciser domaine anti/ le user, et je peux préciser % pour ajouter le mot de passe du user. % le mot de passe. C'est ça la syntaxe de smb client. Donc je lance cette commande et j'ai pu me connecter. Et je peux faire un dir pour lister les fichiers qui se trouvent sur le partage. Donc là je fais un dir, il y a plein de dossiers. Ah ok, j'ai un access denied. Ça m'arrange parce que j'ai pas envie de regarder trop de trucs en fait. Dir, access denied. Et je vais faire un dir du dossier IT. Enfin, je vais faire un dir du dossier IT / du coup. Ok, il y a des choses.
Je vais faire un dir de production slash access denied, un dir de temps. Dir de temps slash. Ok, access denied. Ok, il n'y a qu'un seul dossier dans lequel je peux aller, c'est le dossier IT, donc c'est des IT, ls. Ou dir, c'est pareil. Si je fais dir de mail archive, voyons. Ok, il y a une note. Alors ce que je vais faire plus simple. Je vais faire un prompt off pour qu'il arrête de me demander confirmation si jamais je veux télécharger un fichier. Et ensuite je vais faire un recurse on pour dire que dès que je fais une commande, elle doit être récursive sur tous les dossiers et sous-dossiers. Je me remets à la racine. Oula. Oui, donc mon dir également est devenu récursif. Tiens, d'ailleurs, je peux lister tous les trucs comme ça. Je vais faire un mget étoile pour récupérer tous les fichiers. Mget étoile qui veut dire multiple get étoile pour récupérer tous les fichiers. Étoile. Et comme c'est de manière récursive et sans me demander confirmation, il va automatiquement récupérer tout ce qu'il peut. Exit. Alors je vais faire un find.type f là pour voir tous les fichiers. Donc je vois qu'il y a un fichier .log. Ok, voyons ce qu'il y a dans ce .log. Donc on a un fichier .log qui nous dit qu'il y a du arc add recycle bin manager. Je vais copier-coller ça. Je vais noter ça parce que peut-être que c'est une version vulnérable ou quoi, je sais pas. En plus Arc, on a vu qu'il y avait un compte qui s'appelait Arc SVC. Arc SVC, ouais, on avait vu qu'il y avait ce user, il est rementionné ici. On comprend que le user Arc SVC est intéressant. Il y a un autre .log là. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Starting test, machine account, blablabla. Il y a un .reg, ok. Ça a l'air intéressant, ouais, carrément. Parce que ça appartient à S. Smith, donc c'est un utilisateur. Et ça a un rapport avec VNC, donc peut-être qu'il y a un mot de passe. Je vais le renommer move VNC reg.reg, je vais l'appeler, c'est plus court. Alors voilà, donc c'est ce fichier de registre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, je vois un truc password, ça m'intéresse. Il est en hexa. Je vais le noter comme ça. Je vais enlever les virgules. Tight VNC password decrypt. Crack or decrypt. On a un mot de passe tight VNC, il est probablement chiffré. Ils nous disent où le récupérer. Et maintenant, comment on decrypt? VNC password decoder. Bah écoutez, je vais faire ça sur un online. Il y a aussi VNC PWD qui existe sous Windows. J'imagine qu'on peut le trouver sous Linux. Tenez, password decrypt. Sinon celui-là, la VPN. VNC password. C'est bien ça, non? Python implémentation de VNC passwd. Decryption abilities. Testé en Python 2. Ne marche pas en Python 3. Bon, je vais tester. Git clone de ça. ls. Je vais aller dans VNC passwd. ls. On a VNC password. Donc je vais faire un Python 2 du coup de ça. Comment ça marche? Je fais juste espace le password quoi. Normalement non. -h quand même. -d pour dire qu'on decrypt. -h majuscule pour assumer que c'est de l'hexa, ouais. Et -d pour dire decrypt. Et suivi du h. Voyons. Allez bim. Bon, ça a l'air plutôt ça. Ah voilà, il y avait R. Thompson. Nous maintenant on vient de compromettre S. Smith. C'est ça. Je vais copier-coller mon Evil WinRM de tout à l'heure. Et son mot de passe Steve. Donc c'est Steve Smith du coup. Steve Smith, c'est pas un personnage de American Dad ça? Il s'appelle Steve Smith, non? Non, c'est le... Ouais, c'est American Dad. Ah yes, nickel. Et on a un shell du coup avec ce nouveau compte compromis. Donc on arrive à... Je peux faire un who am I et on voit que je suis Steve Smith du coup sur la machine. Sur le domaine controller. Donc on a déjà un pied sur la machine. Je peux faire un who am I /priv pour voir si j'ai des privilèges spécifiques. Et j'en ai pas. Ça pourrait permettre certaines attaques de type Rotten Potato. Tout ce qui est potato en fait. Rotten Potato ou Juicy Potato ou Prince Poofer et compagnie, etc. Et voilà, et on veut passer admin maintenant. J'ai lancé un SMB map également pour voir ce qu'on pouvait lister comme partage. On avait déjà collecté pas mal d'infos dans le folder data. Mais là, un nouveau folder s'ouvre à nous, je vois qu'il y a audit. Donc je vais tout de suite en profiter pour me connecter sur ce partage SMB client / suivi de l'adresse IP / suivi du nom du partage. Et ici le partage c'est audit, il faut maintenir le $, c'est important. Ensuite je fais un -u majuscule, il faut préciser le user, domaine anti/ le user. Le point local n'est pas nécessaire, d'ailleurs je l'enlève. C'est cascade anti/ s smith. Et je vais mettre % suivi du mot de passe, puisque % est un séparateur qui me permet de mettre le mot de passe en un seul temps dans la même ligne de commande, ce qui m'évite d'avoir à le taper en 2 temps.
Et donc j'essaie cette commande pour essayer de me connecter au partage. Et je fais un dir et je vois que je suis bien connecté. Je vais collecter tous les fichiers, donc je vais faire un prompt off pour pas qu'il me demande de permission de téléchargement à chaque fichier un par un. Et je vais faire recurse on pour dire que tout ce que je vais faire maintenant devient récursif. Donc si je fais un dir, c'est un dir récursif et il me demande pas de confirmation. Et si je fais mget étoile, ça veut dire récupérer tous les fichiers et de manière récursive sans me demander de confirmation. Je peux faire exit. Comme ça, je peux bosser directement au local avec tous les fichiers que j'ai là. Déjà, je vois du SQLite.dll. Il y a un .exe, il y a une db, il y a des binaires apparemment là. Il y a un .bat aussi. On va peut-être regarder le .bat en premier. C'est peut-être le plus simple à faire. Ça lance ce .exe et ça lance cette db. C'est probablement dans le dossier db qui se trouve là. Ce .exe a sûrement besoin de CDLL pour fonctionner. Il a besoin d'une sorte de lib SQLite, donc peut-être qu'il parse une db SQLite. Et il y a des dossiers x64 et tout. Je vais regarder juste vite fait là-dedans. Ok, c'est des libs encore. Ok. Ok. Donc ls. Donc je vais aller dans db. Donc en gros, il n'y a que deux choses. Ce .bat nous donne juste l'info que ce .exe est chargé avec la db. cd db ls audit.db. Ouais, ça a l'air clairement du SQLite. On voit une base de données là. Faire un file sur le fichier. SQLite 3 database. Alors ce qu'on peut faire, c'est charger le SQLite, le fichier, et le parcourir. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est plus simple, c'est de faire un strings dessus. Alors c'est peut-être un peu moche des fois, parce qu'il y a des caractères buggés, mais franchement, on arrive à voir l'essentiel du contenu de la base de données très rapidement. PWD, bim. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la table LDAP. Ça ressemble à un password. Temp.admin, temp deleted guy et test, ils ont des passwords. Bon, c'est un peu moche quand même. Je vais peut-être essayer de le lire. Est-ce que Lite 3, il y a un outil? Est-ce que Lite Browser, on l'a? Voyons, on va essayer ça. Open Database, Audit. Bah voilà. Ce qui va m'intéresser, c'est LDAP, c'est PWD, Browse Data. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment LDAP. Mais je regarde vraiment les autres pour être sûr que j'ai rien loupé. Ouais, ça a l'air bon. Et les LDAP. Voilà, il n'y avait qu'un seul password. Ok, c'était Arc SVC, on s'en doutait, hein, franchement. Arc SVC, suivi d'un base 64, suivi d'un domaine, quoi. Bon, avec string, ça passe, mais c'est vrai que c'était un peu moche quand même de faire comme ça. Donc il est en base 64, c'est évident. Et donc je vais faire un écho du base 64 que je vais décoder avec base 64-d. Ah, c'est pas juste encodé en base 64, c'est forcément chiffré. Enfin, c'est pas forcément, c'est sûrement chiffré. Ah ouais, voilà. Casque-crypto.dll. Là, on a des bibliothèques pour pouvoir importer de quoi bosser avec du SQLite. Ok, pour le parser. Et ici, on a une bibliothèque custom qui permet de faire de la crypto. Donc, probablement que ça va déchiffrer le password. Et donc, il va falloir soit reverse, soit debug. Et voyons. Mono, c'est un interpréteur de .NET sous Linux. Il se dit c'est du Mono ou du .NET. Donc, en gros, c'est du .NET. Et le .NET, ça ne se reverse pas. Ça se décompile. Carrément. Et donc, on va pouvoir décompiler ce .exe. Et comme c'est une lib custom, on peut pas tenter de l'AES machin avec une clé connue ou un brute force. Il faut qu'on regarde avec quoi ça a été fait pour comprendre quel est au moins l'algorithme de chiffrement derrière, pour essayer de recouvrer. J'ai récupéré ça sur ma Windows. Je vais utiliser .py, qui est un décompilateur .NET. Vu que c'est du .NET, on peut pas le désassembler facilement comme ça. Par contre, on peut faire encore mieux que désassembler, le décompiler pour avoir directement le code source .NET du binaire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors c'est dans casque audio, main module. Donc il importe collections, machin, namespace, casque audio. Il ouvre le fichier. Est-ce que Lite commande? PWD, c'est ça qui nous intéresse. Ah, crypto decrypt string, qui va importer du coup la chaîne chiffrée qu'on avait déjà, couplée avec la clé de déchiffrement cascade key. Donc on a le cipher et on a la clé de déchiffrement. Maintenant on veut déchiffrer. Il nous faut l'algorithme. Il nous faut l'algorithme de déchiffrement. Et pour ça, il faut regarder crypto. Qu'est-ce que ça fait? Faudrait que je trouve quand même la lib casse crypto. Elle est là. Faut que je pousse la DLL aussi, je pense. Parce que quand je suis là et que je fais un file de la DLL, il me dit que c'est du mono.net aussi. Donc la DLL également a été compilée en .NET. Je vais du coup décompiler la lib crypto.net. Voilà. Donc je ferme ça. Et maintenant, je suis sur la lib crypto, casque crypto. Ah voilà, ok. Tout se révèle là. On voit qu'il y a un IV, un vecteur d'initialisation, ça vaut ça. On voit que la taille de la clé c'est 128 bits et que l'algorithme c'est de l'AES puisqu'il fait un AES create machin
get-byte et il charge du coup ici l'IV par défaut. Il récupère la clé, il est en AES CBC. Donc bref, on comprend que c'est de l'AES CBC 128 bits avec un vecteur d'initialisation qui vaut ça et une clé de déchiffrement qui vaut ça. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? CyberChef. CyberChef qui est un site qui permet de faire des manips de chiffrement et de encoding. Et donc on va lui dire AES. Je cherche AES ici dans la barre de recherche. AES Decrypt. Et je vais lui préciser toutes les infos que j'ai, c'est-à-dire la version, l'input déjà c'est le password chiffré. La clé de déchiffrement c'est ça. Alors est-ce que c'est de l'hexadécimal? Non, puisqu'on voit qu'on a la lettre K tout simplement, ou voire Y. L'hexadécimal ça va de A à F. Donc on sait très bien, ou en lisant le code source on comprend très bien que c'est du texte. Et ici apparemment c'est de l'UTF-8 d'après ce qu'on a vu sur le code source. Le vecteur d'initialisation c'est ça, et pareil ça doit être de l'UTF-8 sans doute. On est en AES CBC, l'input c'est pas de l'hexa, c'est du raw. Et l'output on le veut en raw. Par contre il faut que je rajoute une petite recette ici. Je vais faire un from base64 parce que si c'est du raw ça veut dire que c'est des octets. Je fais from base64, donc ça décode ce base64 et maintenant j'active le déchiffrement AES. On arrive à obtenir le mot de passe en clair. Welcome friend, le user c'est ça et le mot de passe c'est ça. Est-ce qu'on peut se connecter en WinRM avec ce compte ou pas? Et la réponse est oui. On va aller dans inetpub peut-être. Inetpub, ls, cd 3w route, peut-être qu'il y a un service web. Ok, il n'y a pas grand chose je pense. Je vais regarder juste vite fait un peu à la main avant de lancer un WinPeas. Je vais aller dans Program Files voir s'il n'y a pas des logiciels bizarres. Program Files x86. On voit juste qu'il y a du .NET mais qu'il n'y a pas forcément des trucs bizarres. Comme je suis dans le dossier de mon propre user, j'ai le droit de faire ce que je veux ici. Je vais faire un dir /a. Pour voir, alors cmd/c, dire /a il faut faire, pour voir tous les fichiers cachés, /a pour dire all en gros, c'est un peu un ls-a finalement, et plutôt que d'écrire dans documents ou desktop, ce qui serait très visible par ma victime, j'aimerais être un petit peu plus discret et je vais essayer d'écrire plutôt dans appdata, c'est un truc sympa à faire. Je vais aller dans appdata, on va dire que j'écris dans local, voilà cd local, et que j'arrête d'aller dans des sous-dossiers, j'écris juste ici. Ou aller dans temp, tiens, il y a un dossier temp. Je vais copier un WinPeas. Je vais récupérer dans Home Kali Tools le fichier WinPeas, bat on va dire, en local. Il est ici et je vais l'exposer sur un serveur web à l'aide de -m en Python 3 pour mettre le module HTTP server. Et par contre, je vais noter mon adresse IP d'abord avant de faire ça. Je fais un ifconfig avant, entre deux. Je note mon adresse IP et sur le serveur cible, je vais faire un wget. Et oui, ça existe wget de http:// mon IP. /winpeas.bat et je n'ai pas le droit de faire un wget. Pourquoi? Comme IE n'a jamais été lancé en fait sur la machine cible, voilà, ils disent de spécifier use basic parsing, donc je rajoute un tiret use basic parsing. Dire, il faut rajouter un tiret O pour dire output winpeas.bat. Dire, je peux faire un type de winpeas.bat pour vérifier que c'est bien le bon contenu. Ça se voit que c'est le bon contenu, ok nickel. Donc maintenant que j'ai bien le bon fichier .bat, je vais le lancer. WinPeas, en fait, c'est un programme qui permet de faire de l'énumération locale de toutes les informations du Windows. WinPeas comme Windows Privilege Escalation, en gros. Il y a également son équivalent LinPeas pour Linux Privilege Escalation. Donc là, ça va faire plein de collecte d'informations pour voir ce que je peux en faire. Antivirus, apparemment, il n'y a pas d'antivirus. PowerShell, on a un PowerShell 2. Ça aurait pu permettre de bypasser l'antivirus d'ailleurs. Il y a du PowerShell 5 sinon. On a fait un WinPeas. Si le WinPeas donne rien, je vais faire du Bloodhound ou my/priv pour voir mes privilèges. Si ça se trouve, j'ai juste une attaque type potato à faire. C'est la première chose à faire en vrai quand on a un shell Windows, c'est faire un my/priv pour voir ce qu'on a. Même un /all, comme ça on voit tout, même les groupes. Il n'y a pas de scheduled tasks. On voit l'IPv6. De toute façon, on avait pu le fuiter déjà grâce à RPC. On avait scanné également l'IPv6. Il n'y avait pas de nouveaux ports intéressants à y découvrir. Ok, current user. On appartient au groupe IT, son mot de passe n'expire jamais. On est dans quel groupe? Tout ce qui est well known, on peut ignorer pour regarder quand même ce que c'est. Est-ce qu'il n'y a pas des groupes custom? On a le groupe DataShare. On appartient également au groupe IT. On appartient à AD Recycle Bin. Je le note parce que c'est bizarre. Et ici, on avait fuité de l'info. On avait Arc AD Recycle Bin Manager. Il y avait un truc bizarre comme ça. Je pense que c'est la corbeille, le Recycle Bin de l'Active Directory. How to enable? Ouais, c'est ça. C'était introduit en Windows Server 2008 R2. Pour faciliter la récupération des données. Restore deleted objects in Active Directory, ça m'intéresse. Native method to restore deleted, ah ça m'intéresse.
Méthode 1, PowerShell. Exécuter la commande suivante. Ouais, ça m'intéresse. Ok, je retourne sur mon shell. Sur le bon shell là. Ok. Et ça marche pas. Ok. Parce qu'il y a un gros problème avec ce tiret. C'est un tiret... Comme ça. Oups. Ah, voilà. Mais vous voyez, il y a clairement quelque chose d'intéressant. On a le droit, parce qu'on appartient au groupe AD Recycle Bin, donc on a le droit de accéder à une sorte de corbeille de l'Active Directory dans lequel il y a des objets Active Directory, peut-être des GPO, plutôt des objets AD là. Et du coup, là, on arrive à les lister avec cette commande, donc normalement, ça devrait être vide. Donc clairement, ils ont activé volontairement l'AD Recycle Bin. Ils nous ont donné volontairement les droits à ce user-là. Mais qu'est-ce qu'on peut en tirer du coup de ça? Ça va lister tous les objets supprimés et les données des attributs sur ces objets. Et on fait cette commande-là. En gros, le getAdObject qu'on avait fait là, il servait juste à lister les objets AD. Tout ça, c'était OK. En gros, il fallait faire juste un tiret property étoile. Voyons. Voilà, il fallait faire tirer property étoile. Qu'est-ce qu'on a comme info? Ah, Cascade Legacy Password. Et le user, c'est tempadmin. Ok. Donc il y aurait un user qui s'appelle tempadmin dont le mot de passe est ça. Et ça ressemble fortement à du base64. Écho de ce base64 que je vais piper dans base64-d pour le décoder. Ok, je vois déjà un mot de passe en clair. Donc on a un user et un password. On avait vu que tempadmin n'existait pas. Qu'en gros, il n'y avait que des users. Est-ce que ce serait pas tout simplement le mot de passe de administrator? Si c'est ça, on devrait peut-être pouvoir se connecter en Evil WinRM. Sinon, on pourrait faire peut-être du PSExec. Je vais faire plutôt du PSExec, ça sera plus intéressant. S'il n'est pas dans le groupe WinRM, on pourra pas se connecter en WinRM avec. Sinon, un moyen très simple de le faire. smbmap-h majuscule suivi de l'adresse IP, -u suivi du user, -d suivi du domaine, cascade.local, -p suivi du password. Bingo! On est admin, vous savez pourquoi? Parce qu'on a les droits en read-write sur admin $. Mais en plus, on a read-write sur tout en fait. Je pourrais même faire en sorte de ne même pas avoir besoin d'avoir un shell en fait. Je pourrais faire smb client //lip /c$, -u majuscule administrator, % le mot de passe, entrée. Et allez, bim! Je peux aller dans users, administrator, desktop, get root.txt, exit 4 root.txt. Et on a le flag, sans même avoir un shell. On va quand même se faire le plaisir d'avoir un shell parce que c'est cool. impacket-psexec cascade.local /administrator le password @l'ip. Et donc normalement cette commande permet d'avoir un shell. Voyons. Et bim! Passez une bonne soirée. Merci tout le monde. Ciao, ciao.